Donc, on va commencer par une mise en situation. Donc, je lis la mise en situation. Monsieur Nasser Doukali profite de ses droits. Il vote, il travaille, il a un compte bancaire, il s'est acheté une voiture, mais il connaît la contrepartie, payer ses impôts, assurer le véhicule, respecter la signalisation routière. Khadija Seh, la femme avec laquelle il vient de se marier, a créé avec deux amis une société qui fabrique des t-shirts pour adolescents. Elle a pu ouvrir un compte bancaire au nom de la société, laquelle peut maintenant embaucher, passer des contrats avec des fournisseurs et devra aussi payer des impôts et respecter les règles du droit du travail. Donc, je répète la mise en situation. Monsieur Nasser Doukali profite de ses droits. Il vote, il travaille, il a un compte bancaire, il s'est acheté une voiture, mais il connaît la contrepartie. Payer ses impôts, assurer le véhicule, respecter la signalisation routière. Khadija Seh, la femme avec laquelle il vient de se marier, a créé avec deux amis une société qui fabrique des t-shirts pour adolescents. Elle a pu ouvrir un compte bancaire au nom de la société, laquelle peut maintenant embaucher, passer des contrats avec des fournisseurs et devra aussi payer des impôts et respecter les règles du droit du travail. Donc, M. Doukali a des droits, lesquels, par exemple, il a le droit de voter, participer, par exemple, aux législations. Il a le droit de travailler. Il a le droit d'ouvrir un compte bancaire, d'avoir un compte bancaire dans une banque. Il a le droit aussi d'être propriétaire d'une voiture. Mais en contrepartie de ses droits, il a des obligations. Il est obligé de payer ses impôts annuellement. Il est obligé de payer l'assurance du véhicule. Et il est obligé aussi de respecter toutes les règles de droit, notamment les règles de la signalisation routière. Donc, le travail à faire, premièrement, c'est quelles sont les personnes de ce document. Donc, bien évidemment, c'est M. Nasser Doukali, sa femme, Khadija Seh. Deuxième question, quels sont les droits de M. Nasser? Donc, on a déjà cité les droits de M. Nasser Doukali. Il a le droit de voter, il a le droit d'être propriétaire d'une voiture, il a le droit d'ouvrir un compte bancaire. Donc, il y a plusieurs droits. Quelle est la contrepartie de ces droits? Donc, la contrepartie, c'est que M. Doukali doit assumer, doit respecter les obligations, doit assumer ses obligations, respecter les règles de droit, payer ses impôts annuels, payer l'assurance de la voiture, respecter les règles de droit. Donc, ce sont les contreparties de ces droits. Quatrième question, quelle est la deuxième personne qui a des droits et en même temps des obligations? Ça veut dire, donc, il y a M. Nasser Doukali et sa femme, et en plus de ces deux personnes, il y a la société que Mme Khadija et ses amis ont créée. Donc la société, elle aussi, elle a des droits, elle a des obligations. La société, elle a le droit d'ouvrir un compte bancaire à son nom, elle a le droit d'embaucher des salariés, elle a le droit de signer des contrats, passer des contrats avec des fournisseurs, donc, et en même temps, elle doit assumer ses obligations. Elle doit respecter les règles du code de travail. Elle a obligé aussi de payer les impôts sur les bénéfices. Donc, puisque la société a des droits et en même temps elle a des obligations, donc la société est une personne juridique. Donc c'est quoi la personnalité juridique?
C'est l'aptitude à être titulaire du droit et à être soumis à des obligations. Tout individu a la personnalité juridique. Donc, toute personne qui a des droits et en même temps des obligations, on peut la considérer comme une personne juridique, un sujet de droit. On distingue deux types de personnes juridiques. Il y a les personnes physiques, comme M. Toukaré et sa femme Khadija Seh, et les personnes morales, notamment la société créée par Madame Khadija Seh et ses deux amis. Donc, c'est quoi les personnes physiques? En droit, tout être humain est une personne physique. Donc en droit, j'ai dit que tout individu a la personnalité juridique. Donc le mot est à signaler ici que le mot personne, il vient du latin, le mot persona, qui désigne le masque que portaient les acteurs de théâtre. Donc la personne ou la personnalité juridique est un masque que portent les individus et qui leur donne accès à la scène juridique. Donc le mot personne vient du latin du mot persona. Donc il signifie le masque. Donc la personnalité ou le personne physique, Ahmad, Mohamed, Jamal, Nasera, ce sont des personnes physiques. Et depuis l'abolition de l'esclavage, tout individu a la personnalité juridique. Donc tous les êtres humains sont des personnes juridiques. Mais comment on peut identifier les personnes physiques? Donc, il y a plusieurs éléments avec lesquels on peut identifier une personne physique, notamment, premièrement, par le nom. Donc, la personne ou la personnalité, la personne physique est identifiée premièrement par son nom. Toute personne est identifiée par son nom de famille, puis par son prénom, qui permet de la distinguer de ses frères et sœurs. En principe, le nom s'acquiert par filiation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enfant légitime reçoit le nom de son père. Donc, le premier élément d'identification d'une personne physique, c'est le nom. Deuxième élément d'identification, c'est le domicile. Qu'est-ce que ça veut dire le domicile? C'est le lieu de résidence principal et durable d'une personne. C'est le lieu où il vit habituellement. Donc, on peut identifier la personne physique en plus de son nom par son domicile. Qu'est-ce que ça veut dire le domicile? C'est le lieu de résidence principale et durable d'une personne physique. Troisième élément qui nous aide à identifier la personne physique, c'est la nationalité. C'est quoi la nationalité? C'est un lien. C'est un lien juridique qui rattache une personne à un État ou avec un pays. Donc, je suis de nationalité marocaine, ça veut dire qu'il y a un lien qui rattache ma personnalité juridique avec l'État marocain. Donc, la nationalité juridique, c'est le lien juridique et politique qui lie un individu à un État. On distingue deux types de nationalité. Il y a la nationalité d'origine. Cette nationalité est attribuée à la naissance dans le pays. Ça veut dire
qu'une personne née sur le territoire marocain d'un père marocain et d'une mère marocaine, donc elle a directement la nationalité marocaine. Et là, elle est de nationalité marocaine, mais ce type de nationalité est une nationalité d'origine. Il y a aussi deuxième type, c'est la nationalité acquise. Ce type de nationalité est attribué après que la personne a rempli certaines conditions. Par exemple, mariage avec étranger. Par exemple, une personne de nationalité marocaine est mariée avec une Française. Elle a le droit de présenter une demande de nationalité française, d'avoir la nationalité française. Pourquoi? Parce qu'il est marié avec une Française. La même chose pour une longue résidence. Donc, une personne qui réside sur le territoire marocain durant une longue durée, elle a le droit de présenter une demande d'avoir la nationalité marocaine. Mais le type de cette nationalité est une nationalité acquise et n'est pas une nationalité d'origine. Le quatrième élément d'identification de la personne physique, c'est le patrimoine. Donc chaque personne a son patrimoine personnel. C'est quoi le patrimoine? C'est l'ensemble des droits et des obligations appartenant à une personne et ayant une valeur financière. Donc les droits et les obligations appartenant à une personne forment ou présentent son patrimoine. Donc vous voyez qu'il y a 4 éléments qui nous aident à identifier la personne physique. Le nom, le domicile, la nationalité et le patrimoine. Le type de personne morale, donc on a les personnes morales, c'est un regroupement des personnes physiques, c'est un regroupement des personnes physiques qui réunissent pour fonder ou créer une personne morale. Mais la personnalité de cette personne morale est distincte de celle des fondateurs. Par exemple, des associés qui ont participé leur patrimoine pour créer une entreprise. L'entreprise est une personne morale, mais sa personnalité elle est tout à fait distincte de celle des associés. Les types de personnes morales, il y a personnes morales du droit public, il y a les personnes morales du droit privé. Donc on a vu déjà la différence entre droit privé et droit public. La différence existe dans un élément fondamental, c'est l'État. Là où il existe l'État, c'est un droit public. Là où il n'y a pas d'État, c'est le droit privé. Donc, les personnes morales, il y a les personnes morales du droit public, notamment on trouve l'État. L'État est une personne morale du droit public. Les collectivités locales, ce sont des personnes morales du droit public. En contrepartie, il y a des personnes morales du droit privé. Il y a deux types. Il y a des personnes morales du droit privé, notamment qui ont un but lucratif. Bien évidemment, les entreprises, les sociétés. Alors, vous avez vu la notion de l'entreprise en matière de comptabilité, en matière d'organisation. C'est une unité économique qui utilise des biens matériels et immatériels pour produire des biens et des services afin de réaliser des bénéfices. Donc le but est lucratif. Donc les entreprises, les sociétés, ce sont des personnes morales du droit privé. Ils ont un but
lucratif. Et il y a des personnes morales qui n'ont pas un but lucratif, notamment on trouve les associations. Une association n'a pas un but créé pour un but non lucratif. Donc, cette personnalité juridique donne le titre de sujet de droit, ce qui va permettre d'exercer un certain nombre de droits. Exercer un certain nombre de droits, ça veut dire avoir la capacité juridique. Donc, c'est quoi la capacité juridique? C'est l'aptitude de la personne à exercer les droits dont elle est titulaire. La personne physique ou morale, elle a la personnalité juridique. Mais est-ce qu'il a le droit d'exercer ses droits? Ça veut dire qu'il a des droits et il a en même temps des obligations. Mais est-ce qu'il a le droit d'exercer ses droits? Il a le droit d'exercer ses droits s'il a la capacité juridique. C'est quoi la capacité juridique? C'est l'aptitude de la personne à exercer les droits dont elle est titulaire. Personne juridique, c'est le sujet de droit, soit il est un sujet actif ou un sujet passif. Les types de capacité juridique. Il y a deux types. Il y a capacité de jouissance et il y a aussi la capacité d'exercice. C'est quoi la capacité de jouissance? C'est l'aptitude d'être titulaire du droit. Exemple, droit de propriété. Donc la capacité de jouissance, c'est l'aptitude d'être titulaire du droit. Par exemple, un bébé, il a le droit d'être propriétaire d'une maison, par voie d'héritage. Donc il a la capacité de jouissance. Il a le droit d'être propriétaire d'une maison. Deuxième type de capacité, c'est la capacité d'exercice. C'est quoi la capacité d'exercice? Ça veut dire l'aptitude d'une personne à exercer ses droits personnellement. Vendre la maison dont on est propriétaire. Donc on pose la question, le bébé qui a le droit d'être propriétaire d'une maison par voie d'héritage, est-ce qu'il a le droit de vendre sa maison? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la capacité d'exercice. Il n'a pas la capacité d'exercer. Donc il y a deux types de capacité de jouissance et capacité d'exercice. Donc, et en même temps, il y a ce qu'on appelle l'incapacité juridique. L'incapacité juridique d'exercice. Donc, il y a l'incapacité d'exercice du mineur et l'incapacité d'exercice du majeur. Mineur, ça veut dire une personne qui a moins de 18 ans. Majeur, ça veut dire qu'il a plus de 18 ans. L'incapacité du mineur, à partir que vous n'avez pas 18 ans, vous n'avez pas le droit d'exercer les droits dont vous bénéficiez. Donc, puisque vous n'avez pas 18 ans, vous n'avez pas le droit de passer des contrats, par exemple, de vente ou d'achat. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la capacité d'exercice, vous êtes des mineurs et vous êtes en cas d'incapacité d'exercice. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'incapacité du mineur. Il y a aussi l'incapacité du majeur. Ce sont des personnes qui ont plus de 18 ans. Ils ont plus de 18 ans, mais sont privés de leurs droits. On parle notamment de deux cas. La capacité du majeur, ça veut dire des gens qui ont plus de 18 ans, mais malgré ça, ils n'ont pas le droit d'exercer leurs droits. Il y a deux cas. Il y a le cas du démon. C'est quoi le démon? C'est toute personne qui perd la raison de façon continue. Donc la personne qui perd la raison d'une façon continue n'a pas le droit d'exercer ses droits, même s'il est plus de 18 ans. Deuxième cas, c'est le prodigue. Toute personne, c'est quoi le prodigue? C'est toute personne qui dépense avec excès et sans utilité.
ce type de personne, même s'il est plus de 18 ans, elle est en cas de l'incapacité juridique. Ça veut dire qu'il ne peut pas exercer ses droits personnels. Donc, on va faire une petite application, cocher la case correspondante. Donc, droit de propriété. Donc, pour exercer votre droit de propriété, il faut y avoir la capacité de jouissance ou la capacité d'exercice. Donc, c'est bien évidemment, on a déjà donné l'exemple du bébé. Le bébé même, il a le droit d'être propriétaire d'une maison. Donc, capacité de jouissance. Droit de vendre des actions. Donc, les personnes qui ont moins de 18 ans, ils n'ont pas le droit de contracter ou de passer des contrats de vente des actions. Donc, il faut y avoir la capacité d'exercice. Droit de louer son appartement. Le bébé qui a hérité une maison, est-ce qu'il a le droit de la louer? Non. Donc, il faut y avoir la capacité d'exercice. Droit d'héritage. Ça, et il faut y avoir une capacité de jouissance, seulement de jouissance. Droit de création d'une entreprise. Donc, l'entreprise nécessite plusieurs contrats. Donc, les mineurs n'ont pas le droit de passer des contrats. Donc, la création d'une entreprise demande la capacité d'exercice. Une deuxième application, Yatim a hérité de son père une maison et un commerce. Yatim a-t-il le droit de jouir de ce patrimoine? Comment? Donc, Yatim est un enfant qui a hérité de son père une maison et un commerce. Est-ce qu'il a le droit de jouir de ce patrimoine? Ah oui, pourquoi? Parce que Yatim, elle a la capacité de jouissance. Très bien. Deuxième question, Yatim a-t-il le droit d'administrer ce patrimoine selon les cas? Est-ce qu'il a le droit d'administrer, ça veut dire gérer le patrimoine? Yatim a moins de 18 ans. Donc, il n'a pas le droit dans ce cas d'administrer ce patrimoine. Pourquoi? Parce que Yatim, elle est en cas d'incapacité d'exercice. Il a moins de 18 ans. Deuxième cas, Yatim a plus de 18 ans. Donc, puisque Yatim est un majeur, ça veut dire qu'il a plus de 18 ans, et là, en cas de capacité d'exercice, donc il peut administrer, gérer le patrimoine hérité. Donc, j'espère que vous avez bien retenu la leçon de la personnalité juridique et la capacité juridique. On se retrouve dans une nouvelle séance. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.